Il y a quelques semaines, je profitais de la fraîcheur du début de soirée pour me promener en famille sur les quais de Bordeaux, entre la place de la Bourse et le pont de Pierre, un grand classique du passéo à la mode girondine. À ma gauche, la Garonne, qui charrie son lot habituel de limon argileux, celui qui lui donne sa fameuse couleur ocre. À ma droite, le miroir d'eau, qui se remplit lentement au plus grand bonheur des enfants qui jouent à s'éclabousser. Je lève la tête en direction du sud, et soudain, je me fige. Quelque chose a changé dans le paysage bordelais, mais quoi ? Il me faut bien quelques secondes d'observation pour réaliser. La flèche Saint-Michel a perdu son pansement de métal. Ce grand sarcophage d'échafaudage qui la tenait immobilisée depuis plusieurs années a disparu. Et elle réapparaît, debout, entièrement rénovée et débarrassée de sa gangue de fer. Elle défie à nouveau le soleil couchant du haut de ses 114 mètres d'éclatante blancheur. C'est à ce moment-là qu'une pensée me vint. J'ai vécu à côté de ce monument pendant plusieurs années. Et je ne me suis jamais demandé ce qui se passait là-dessous. Un simple ravalement de façade pour nettoyer des pierres noircies par la pollution ? Un peu comme si on soignait un petit rhume d'hiver. Mais alors pourquoi cette maladie bénigne a-t-elle duré près de 4 ans ? Voilà, ma curiosité était piquée. Et si le mal était beaucoup plus profond qu'un simple coup de froid ? Le lendemain matin, je suis donc allé traîner du côté de la place Ménard, sur le marché, au pied de la flèche. J'ai tendu l'oreille aux potins que les habitués échangeaient, interrogé innocemment quelques passants, qui m'ont tous répondu avec humour qu'au moins, ils ne risquaient plus de prendre des pierres sur la tête. Pardon ? Il pleuvait des pierres sur la place Saint-Michel ? La pathologie semblait tout à coup un peu plus sérieuse qu'un petit rhume hivernal. J'ai donc poursuivi mon diagnostic en contactant la ville de Bordeaux. Et c'est Laure Valette, responsable du patrimoine au musée d'Aquitaine, qui m'a proposé de m'aider dans mon enquête, en commençant logiquement par reprendre les antécédents de notre patient de pierre depuis sa construction. Rendez-vous est donc pris. Nous nous retrouvons dans un café, un matin de juin, au pied de la basilique pour la première consultation. Bonjour Laure. Bonjour, Jonas. Laure, tu travailles donc à la ville de Bordeaux Oui, tout à fait. et ton travail, c'est d'être la médiatrice entre les éléments du patrimoine, comme la flèche ou le campanile, je sais pas comment on l'appelle, quelle est la meilleure définition? On l'appelle la flèche à Bordeaux. La flèche. Entre la flèche et toutes les personnes qui sont susceptibles de venir la visiter. On raconte la fabrique de la ville, en fait, Ouais. à plein de personnes différentes, des maternelles, Des maternelles aux personnes âgées. aux personnes âgées, exactement. De 7 à 70 ans. Et avant 7 ans même. Même avant, Et ça après commence. 70, et après 77, je pense. Il y a l'office de tourisme qui fait visiter aussi la flèche Saint-Michel, mais c'est vrai que nous, service municipal, on est aussi en mission pour ce type de monument et d'autres, et la ville en général, de transmission à pas mal de monde. Ouais. Pour cet épisode de podcast, on va s'intéresser donc à la flèche de Saint-Michel qui a récemment réouvert. Ça fait maintenant 12 juin, donc ça fait maintenant presque 10 jours Ouais, à peu près ça. Tout à que ça a fait. été réouvert. Et La ville et l'office de tourisme se sont associés pour proposer une visite gratuitement pendant 3 semaines, et toutes les places mises à disposition ont été très rapidement prises. Donc là, on est dans cette période-là, et la flèche rouvrira ensuite normalement à partir de début juillet. l'histoire de cette flèche et de la basilique de manière plus générale, elle commence quand exactement? Alors, on surmonte vraiment loin. On est sur une ville romaine qui est plutôt quand même un petit peu au nord de ce qu'on D'accord, a on est un peu retrouvé. en dehors. Voilà, ce qui n'empêche que voilà, l'occupation elle remonte loin, mais voilà, la Burdigala romaine qui est enserrée assez rapidement dans un premier rempart, elle est voilà, plutôt autour de 2 estailles, 2 Ouais. cours d'eau qui se jettent dans la Garonne, la Devèze puis le Peug. Mais au fur et à mesure du Moyen Âge, en fait, les remparts vont s'étendre sur une 2e puis une 3e Pousser un peu les salve. murs, ouais. Voilà, on va englober les faubourgs au Ouais. fur et à mesure, et notamment effectivement vers le sud, puisque le port se déplace et la ville grossit vers le sud. Et voilà, quand on est ici à
à la base de, on va dire, la construction de l'église gothique, qui remplace une église romane, évidemment, voilà, précédente. L'évolution naturelle. On est dans le dernier rempart. La D'accord. paroisse Saint-Michel, à cette époque-là, est le quartier un des quartiers les plus riches et les plus vivants de Bordeaux, hein, qui vit au pied du port, d'un des ports très importants. Et Ah donc, oui, c'est pas le port de la Lune. alors, le port de la Lune, c'est un peu la dénomination c'est la générique. dénomination qui apparaît effectivement, le port luné, hein, la dénomination apparaît au Moyen Âge et va se développer au fur et à mesure que le port va grandir aussi vers le nord. Ouais. Et notamment au XVIIe siècle, voilà vraiment le développement du quartier des Chartrons et du coup le port s'étale sur l'ensemble du méandre et forme ce croissant de lune. Mais c'est vrai que dès le Moyen Âge, le port arrive sur la Garonne. Avant, c'est un port intérieur et donc le nom de port luné apparaît. Donc c'est effectivement déjà le port de la Lune, un bout du port de la Lune. Il y a en fait plusieurs ports avec plusieurs activités. Et c'est vrai que cette paroisse est une paroisse commerçante importante, un quartier voilà très très vivant et au XIVe siècle, on commence la construction d'une église qui va voilà durer très longtemps et qui est une église gothique. Et après la guerre de 100 ans, parce que voilà l'église est en construction depuis presque déjà une centaine d'années. Quand au XVe siècle, on va projeter la construction du clocher, qui est en fait un chantier dans le chantier, un petit peu. Voilà. Parce que donc ça, c'est une des spécificités dans le sud de la France notamment, c'est qu'on ne construit pas les flèches sur les églises. Alors, et c'est vrai que c'est le cas dans beaucoup d'endroits dans le sud de la France, à Toulouse, à Bordeaux, etc. Et pas du tout le cas au nord de la Loire, enfin même au nord de la Garonne. On pense à Chartres, Notre-Dame de Paris, Strasbourg, etc. Toutes les autres cathédrales ont bien des flèches qui sont situées sur l'édifice lui-même. Alors, pourquoi? Est-ce qu'il y a une explication à ça, ou est-ce qu'on sait pourquoi, ou c'est juste une habitude qu'ils ont prise? Alors, c'est vrai que probablement ça fait des petits entre guillemets, puisque en observant les églises et leurs clochers construites à proximité, on est d'autant plus tenté, voilà, peut-être de faire la même chose. Mais à la base, c'est des logiques quand même structurelles. Il y a des clochers hors œuvre isolés qui sont construits parfois quand l'église est déjà là et a pas été prévue pour accueillir un clocher. Et puis, du coup, il y a aussi derrière des projets, et c'est le cas ici, qui d'emblée en fait sont faits avec un clocher isolé, même si l'église est en construction. Et la logique, c'est une forme de sécurité de technique en fait, parce que ici, au moment où la tour clocher de Saint-Michel est projetée, voilà, la cathédrale a déjà fait ce choix-là. Et ici, l'église, en fait, qui est conséquente, hein, c'est une grande église gothique qui est projetée et construite en bord de Garonne, sur un terrain qui est probablement un peu meuble, fait de remblais. Et bon, il y a une ancienne église romane quand même, mais voilà, qui est pas forcément si bien connue que ça. Et du coup, l'idée est de profiter probablement, voilà, d'un endroit qui a déjà accueilli une chapelle funéraire à quelques mètres du coup de l'église en construction, et de construire sur le cimetière quelque chose de très ambitieux, qui est une vraie prouesse technique, où on est à plus de 300 pieds, au-dessus de 100 mètres. On ne sait pas exactement, c'est plus la flèche, la tour qu'on connaît aujourd'hui, mais voilà, on sait que c'est très haut. C'est à un moment donné, ce sera le plus haut clocher du royaume de France. Donc voilà, il y a un enjeu technique important, et c'est sécuriser cette construction, de faire vivre indépendamment le clocher de l'église qui est conséquente aussi, quoi. Et c'est une décision qui a été prise à bon escient, parce que la tour donc s'est déjà effondrée. Elle a déjà eu quelques aléas, on va dire, soit climatiques, architecturaux, etc. Que tu peux nous raconter un petit peu ce qui les différents en fait, dès la fin du chantier du XVe siècle, l'essentiel de la construction de cette tour clocher initiale, c'est 1472-1492. 1492, voilà, il y a un banquet, hein, la fin est fêtée, même si ce qui est fêté, c'est la pose de la croix et pas la fin du chantier, parce qu'il y a encore les planchers, les cloches, enfin voilà, le chantier se poursuit. Mais voilà, dès la fin en fait de cette construction, on a des traces. Samuel Drapeau, qui a fait une thèse sur l'église et donc son clocher aussi, hein, Saint-Michel, a épluché les comptes de la fabrique.
qui est la structure qui s'occupe des affaires matérielles en fait de la paroisse et notamment de ses D'accord. comptes. Et on D'accord. apprend énormément de choses. Et on sait que très rapidement en fait, d'abord il y a des petits aléas et l'église et le clocher inquiète. Il y a une commission qui est mandée, voilà, dès la fin, à cause du parler des gens qui disent que l'église, voilà, dont le clocher de l'église pourrait s'effondrer. Et on sait que ça va être un peu un chantier perpétuel, cette tour clocher, cette flèche Saint-Michel comme on l'appelle aujourd'hui. Ouais. Parce que effectivement, les ouragans, les tremblements de terre, les aléas climatiques, voilà, elle va très rapidement être fragilisée et connaître de multiples chantiers. Voilà, en 1768, on sait qu'il y a une espèce d'ouragan qui fait que là, il y a une vraie chute de la partie haute de la flèche, qui fait que dans les années suivantes, elle va, voilà, finalement être, un peu, arasée jusqu'à, être, vraiment, Oui, former une forme d'une espèce de terrasse. oui, voilà, Heu, on la rase à un moment pour former une espèce de terrasse qui va même accueillir le télégraphe pendant une partie du 19e siècle, hein, le ouais. télégraphe Chappe. Seulement au 19e siècle, alors que, l'ensemble de l'église et de ce qui reste de son clocher est, déjà protégé au titre des monuments historiques, hein, sur une des premières listes, c'est 1846. On va du coup projeter, assez, rapidement après, la restitution, dans son intégralité, De la de la flèche. flèche et donc de redonner au clocher, son entièreté, architecturale. Et Paul Abadie, qui est un architecte bien connu, qui a beaucoup travaillé dans le Sud-Ouest, mais qui est aussi l'architecte Qui du aussi là. Sacré-Cœur Exactement, à la ouais, fin ouais, de à sa Paris. vie, hein, là on Ouais. n'y est pas encore, mais voilà. En 1857, il propose un mémoire Ouais. qui est validé. Et voilà, en suivant, le chantier va démarrer d'une nouvelle tour finalement et d'une restitution de cette flèche, parce que lui, il projette au départ quelque chose de plutôt, comme on dit, archéologique à l'époque, donc de D'accord. plutôt Ouais, fidèle. ouais. Et en fait, il va y avoir beaucoup de débats au début des années 1860 pour renforcer la base de cette flèche. Les commissions municipales et des monuments historiques vont finalement se mettre d'accord pour un peu imposer à Paul Abadie D'accord. Une reconstruction, une, classique. un renfort vraiment par l'extérieur, ce qui fait qu'il va chemiser finalement, donc emballer en Ouais, quelque ouais, sorte, hein, pour être un peu prosaïque, ce qui reste du coup de la tour du 15e siècle. ouais. Qui elle-même est fondée du coup, hein, je rappelle, sur une chapelle Sur le funéraire du XIIIe. Quand 13e on est dans siècle. la crypte, c'est ce qu'on voit Ouais, ouais, aujourd'hui. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, nous, de l'extérieur, c'est tout 19e, puisque ouais, d'accord. finalement, voilà, il chemise, il emballe la flèche du 15e par une épaisseur 19e qui permet du coup de supporter Le poids techniquement de le la poids de la nouvelle, restitution de la et il y flèche. a pas eu de considération esthétique comme il y aurait pu avoir avec Viollet-le-Duc sur Il y a eu certains châteaux, il y a à eu beaucoup de Pierrefonds et débats, bien sûr, cetera, sur ouais. reconstruire les choses, pas identiques, mais sous un imaginaire qu'on avait, du Moyen Âge, et cetera. C'est Abadie, c'est vraiment, voilà, hein, c'est un disciple un petit peu, de Viollet-le-Duc. C'est vraiment cette époque-là, effectivement, je disais, on est dans les premières Ouais, listes un peu de protection au titre des monuments historiques, donc on est vraiment, dans, ces débats-là, de qu'est-ce que c'est, restaurer, à cette époque-là, mmh, entre effectivement une forme de fidélité et de voilà, de naissance d'un regard, sur le patrimoine ouais, dont qui on hérite n'existait pas, encore un quoi. petit Ouais, peu aujourd'hui. ouais, Bon, il y a eu la Charte de Venise entre-temps, mais voilà, la liste des monuments historiques, on en a hérité. ouais, Mais avec un regard effectivement aussi, d'une époque où il y a ce côté, de refaire, au ouais, mieux de ce que ça aurait pu être un petit peu à l'époque. On n'en est pas à, la réversibilité, qu'on a oui, aujourd'hui, le fait de distinguer absolument ce qu'on restaure de ce qui est ouais, d'origine. ouais, On privilégie aussi, certains états, qu'on estime supérieurs, à d'autres, ouais, dans l'histoire de l'art, ce qu'on ne fait plus, hein. Aujourd'hui, on hérite d'un tout bah, et on ouais, ouais, respecte le tout. Donc oui, oui, on est tout à fait dans dans ces débats-là.
de qu'est-ce qu'on fait et avec un volet effectivement esthétique et de regard d'historien de l'architecture, mais aussi vraiment des débats sur la technique. C'est vraiment sur la technique. Et ça traverse l'histoire de cette flèche. Ouais. En fait, faut qu'elle tienne debout. Oui, c'est quand même le principal. C'est quand même important. Il y a des très belles photos du 19e siècle. La photographie joue ce rôle vraiment de témoin de ce chantier de restitution de Oui, la c'est flèche vrai. par Paul Abadie. C'est Et vrai on qu'on voit n'y ces pense pas, échafaudages en mais bois. Alors, les échafaudages du 15e étaient aussi en en bois, bois, ouais. mais là, on est sur un échafaudage entièrement extérieur. Quand on a monté la tour clocher dans son ensemble, ce qui n'est pas le cas du chantier Ouais, 19e ouais, au 15e siècle, on sait, Samuel Drapeau raconte que la structure, elle passe d'avant tout par l'intérieur d'accord, jusqu'à ce ouais, qu'on arrive à une hauteur où le cône ne permet plus de passer de passer les par structures l'intérieur. par l'intérieur. Et dans ces cas-là, on fonde, on s'appuie D'accord. sur la base de la flèche. Mais sinon, ouais, c'est pas les mêmes chantiers. Ouais, et c'est vrai que c'est super intéressant parce que déjà, sous Abadie, donc c'était le début de la photographie, c'est ça? Ouais, tout à fait. On Et est donc on a dans quand les même années des 1860. 60, donc On est on a des vraiment, traces, on a des belles des photos, des belles très belles photos, photos, des et belles notamment dans le photos. Fonterre Perrault, Ouais, qui est un photographe, voilà, qui a immortalisé pas mal du Bordeaux de cette époque et pas mal ouais, de ses chantiers. Le chantier d'Abadie, il est vraiment très bien documenté aux archives départementales, métropolitaines. Il y a vraiment des fonds avec même la correspondance d'Abadie. On a beaucoup de voilà de lettres et ouais, il y a des choses vraiment à la fois très intéressantes et à la fois assez savoureuses, hein, où Abadie se plaint que les commissions lui imposent des choses. Voilà, on a aussi la ouais. presse de cette époque-là avec ces débats-là. Ça permet de retracer un peu finement toutes les considérations justement aussi Oui, autour oui, du patrimoine et du regard qu'on qu'on en porte fait et du regard dessus de et des choix qu'on fait et à finalement, ce moment-là pour entre l'esthétique, le oui, technique. Voilà, Abadie et l'intérêt du aurait public. bien aimé finalement être un peu plus fidèle probablement Ouais. au clocher Mmh. 15e et pas autant renforcé par l'extérieur D'accord, ouais. dans son chantier la base donc de la tour. Mais c'est un peu voilà, je pense ça lui est un peu imposé quand même par les commissions qui veulent s'assurer que ça va tenir. Ouais. Mais on a toujours effectivement ces débats-là et c'est ce qu'il y a de passionnant, moi, je trouve, sur ces chantiers-là. J'ai assisté à pas mal de réunions de chantier sur le Ouais, chantier là 2022-2025 et c'est quand même aussi voilà toujours des choix en fait qu'on ouais, ouais, fait avec voilà des doctrines qui ont bougé, avec des outils à notre disposition qui ont en partie changé, en partie pas, puisqu'il a fallu aussi attendre d'avoir le nez hein, sur sur, ouais, ces pierres en haut pour voir vraiment finement les chantiers du XXe siècle qui avaient voilà aussi modifié déjà l'ouvrage d'Abadie et comprendre finement les trajectoires des fissures, comment on était déjà intervenu dessus il y a quelques décennies pour finaliser les choix. ouais. À la fois c'est très on a beaucoup évolué technologiquement, hein, on le verra dans votre Dans la épisode, je suite pense, dans la dans la suite. suite de l'épisode, dans Mais la il y suite a de aussi vraiment ce côté, il faut avoir le nez sur le caillou pour bien pour comprendre bien le aussi. comprendre. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, ce côté alpha et oméga, en fait, Ouais, de la compréhension de cet édifice et à quel point ce chantier a permis, alors qu'on est voilà, dans les années 2020 et qu'on a plein de choses à notre ouais, disposition, à et quel point le chantier est encore un moment d'apprentissage très, très important ouais. sur le monument. Ouais. Dans ce podcast, on parle aussi beaucoup d'aventure, parce que tu as une définition de l'aventure. Moi j'aime bien l'idée de plus en plus du côté micro-aventure. Je pense que c'est peut-être aussi une déformation professionnelle, mais d'être toujours en curiosité du territoire sur lequel on vit. Voilà, d'être autour de chez soi. Et là-dessus, nous, on a forcément la chance quand on monte sur un échafaudage exceptionnel Ouais. un peu plus de 60 mètres de De haut, haut, alors qu'on a le harnaché, vertige et qu'on veut quand même y aller, et que là-dessus on monte après sur un petit échafaudage plus traditionnel qui est l'échafaudage d'intervention et qu'on va jusqu'à la base de la croix, qu'on voit marqué Paul Abadie là-haut, etc. On est quand même conscient de vivre des aventures absolument ouais, exceptionnelles je euh, suis bien d'accord. que le public ne vit pas aujourd'hui, mais quand même monter là, c'est que ça reste quand même exceptionnel. Et voilà, pour Et moi, que c'est les aventures du quotidien en quelque sorte en tant qu'habitant. ouais, J'aime bien, je trouve que c'est quelque chose bah, je ne peux que souscrire, qui est beaucoup plus développé aujourd'hui et c'est plus forcément partir à l'autre bout du monde d'avoir des aventures. exactement, et je peux que souscrire à cette définition, je l'aime beaucoup aussi.
Merci Laure pour toutes tes Merci à explications. toi. D'accord. Je comprends, grâce à Laure, qu'on a affaire à une véritable pathologie chronique. Ce n'est pas la première fois que la flèche est mise à mal. Effondrements, fissures, rechutes à répétition, et ce depuis des siècles. Elle a des sacrés antécédents. Pour en savoir plus sur le premier traitement administré par Paul Abadie, comme l'évoquait Laure, je contacte Olivier Vigoureux, du cabinet de l'architecte des monuments historiques en charge de la basilique Saint-Michel, et Virginie Zudas, de la métropole de Bordeaux. Et il m'explique tout ce que ce dernier a réalisé lors de la reconstruction de la partie supérieure en 1860, puis lors de tous les travaux qui se sont succédés tout au long du XXe siècle. Bonjour Olivier. Olivier, toi tu es collaborateur au sein du cabinet des monuments historiques qui a contribué à réaliser la rénovation de la flèche. C'est ça. Bonjour Virginie. Virginie, tu travailles à la métropole de Bordeaux, donc au service bâtiment et patrimoine, c'est ça? Et donc, est-ce que juste en 2 mots, quelle a été l'implication de la métropole? Nous, on est venu en appui de la ville de Bordeaux, c'est donc propriétaire de l'édifice, pour l'accompagner sur tous les aspects administratifs, juridiques et techniques, pour désigner les maîtres d'œuvre, conduire des études, les assister sur la partie applicative, sur la connaissance du patrimoine. Et après, donc, on va dire jusqu'à la désignation des entreprises pour faire du travail. Laure nous a expliqué précédemment que donc la flèche a subi comme quelques aléas au cours de son histoire. Et au milieu du XVIIIe siècle, donc il y a un certain Paul Abadie qui arrive. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans ce chantier? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur lui, Olivier? Alors Abadie, c'est un architecte spécialisé dans la restauration des grands édifices. Lui, il vient pas spécialement de Bordeaux ou quoi que ce soit. Non, il est parisien. Il est mandaté. Il est parisien puisque même après ça, il réalise le projet du Sacré-Cœur. Ouais. Mais il travaille beaucoup dans la région, c'est-à-dire qu'il est territorialement en Gironde, Aquitaine, puisqu'il travaille beaucoup à Angoulême. D'accord. Périgueux. Il construit notamment de toutes pièces l'hôtel de ville d'Angoulême. D'accord. Ouais. Il restaure la cathédrale d'Angoulême. Il restaure la cathédrale Saint-Front à Périgueux. Et sur Bordeaux, nous avons l'église centrale. C'est inscrit. D'accord. Voilà, absolument. Et Sainte-Marie, et ici, du coup, il restaure Saint-Samuel de Flèche Saint-Michel. Et donc on arrive à cette restauration. Et d'autres sujets, puisque c'est lui également qui construit les sacristies de la cathédrale de Bordeaux. D'accord, donc oui, il n'était pas uniquement sur Saint-Michel. Tout à fait. Saint-Michel, à cette époque, si je comprends bien, le haut de la tour est ravé. La tour est démontée en plusieurs étapes, à la fin du XVIIIe siècle, en deuxième moitié, pour des raisons de sécurité. Ouais. Et effectivement, elle est rasée. Et donc lui, donc il arrive avec donc cette volonté de reproduire à l'identique de ce qui existait avant. Ces dessins initiaux sont vraiment une reproduction à l'identique. Après, c'est une période d'architecture où le néo-gothique a une grande importance. Donc, en fait, on essaye toujours d'inventer un petit peu, voilà. Ce qui aurait pu être. D'inventer ou quasiment, si on considérait que techniquement les choses de la période romane ou gothique étaient pas bonnes, de les reconstruire un peu différemment. Et les techniques ont avancé aussi depuis oui, tout à fait. Ménage alors c'est là où on peut mettre une frontière entre la reconstruction et la restauration, parce que c'était plutôt des constructeurs que des restaurateurs. C'est-à-dire qu'ils n'hésitaient pas à changer beaucoup d'éléments et à adapter le style à leur manière de faire, on va dire. Ouais. Mais globalement, le dessin d'Abadie de base, c'est vraiment la flèche telle qu'elle pouvait être à sa construction à la fin du XVe siècle. Est-ce que tu peux nous décrire les matériaux utilisés? C'est des matériaux locaux? Puisque la pierre... C'est des matériaux locaux, mais a priori, comme Abadie travaille beaucoup Dordogne, et ce qu'on a pu constater pendant les travaux de restauration, d'ailleurs, tout le monde parle de construction de la flèche avec la pierre bâtard du Périgord.
qui est une appellation qu'on n'utilise pas du tout en Dordogne. Moi, j'ai travaillé 20 ans en Dordogne. D'accord. On parle de pierre de Périgueux. La pierre bâtarde du Périgord, c'est peut-être une expression du 19e, c'est possible. Et il est quasiment certain que Abadie a utilisé des pierres de Dordogne. Donc, on a vu, par exemple, sur les parties hautes, qu'il y avait au moins 3 types de pierres différentes. D'accord. Et d'origine. Pas les pierres des restaurations précédentes, mais d'origine. Même quand Abadie restaure la flèche, Déjà, il y a déjà des problèmes. C'est-à-dire que les arcades basses sont aujourd'hui réouvertes. Oui. Sur la flèche du XVe siècle, elles étaient fermées par de la maçonnerie parce que il y avait déjà des faiblesses. D'accord. En fait, les arcades avaient été fermées probablement au XVIe siècle et habillées d'éléments architecturaux voilà, qui étaient très anciens. Bon, on le voit sur toutes les gravures. Et Abadie, quand il projette, quand il commence ses travaux, il décide de réouvrir les arcades basses. D'accord. Au moment de la reconstruction de Abadie, il se crée déjà des problèmes en fait, parce que la structure de la flèche, on est vraiment sur un édifice hors norme en termes de taille et de comportement. La structure basse de la flèche n'était pas apte à recevoir une flèche en pierre de 60 mètres de haut. Et donc, les contreforts inférieurs, tous les contreforts d'origine ont été renforcés par Abadie pour pouvoir réaliser une descente de charge. Et ça, c'était des choses qu'il n'avait pas prévues dans ses travaux d'origine, par exemple. Il y a 2 campagnes qui sont avérées. Une première, je crois, à partir de 1960 jusqu'en 63-64. Uniquement sur la partie haute, donc comme ce qu'on a fait. Alors la deuxième campagne, c'était plutôt du remplacement de pierres. Ils sont pas remontés sur la flèche par elle-même, etc. Mais ils sont vraiment contentés de remplacer beaucoup de pierres sur les pinacles, etc. Donc ça, c'était dans les années 80, 82, je crois. D'accord. Ouais. Mais on avait déjà constaté, il les voyait, ces fissures apparaître déjà. Enfin, elles étaient déjà là ou il y avait déjà des... Oui, bien sûr. Alors là, justement, la première campagne de travaux en 60, enfin dans les années 60, début des années 60, elle a traité les fissures. Ils sont vraiment intéressés aux fissures. Sauf qu'ils ont travaillé en suivant les fissures. C'est-à-dire que lorsque la fissure avait rompu une pierre, ils ont remplacé le côté cassé à droite, le côté cassé à gauche, tout en conservant en gros la fissure. Fissure au milieu. Et ils ont fait ça quasiment sur toute la hauteur. Et ils ont remplacé des éléments de pierre comme des gros crochets qu'on a là-haut sur les nervures de la flèche. Ils les ont remplacés sans les remplacer sur toute la profondeur et en les collant au ciment. Ouais. Donc en fait, ils ont fait un travail en gros en suivant les fissures, mais sans restituer l'appareillage d'origine. D'accord. Qui est évidemment extrêmement complexe, qui est très complexe, parce que c'était un appareillage qui était facile à mettre en œuvre quand on posait les cailloux les uns sur les autres. Il fallait Mais faire quand bien. on veut remplacer une pierre isolée en incrustement sur un édifice comme ça à 90 mètres de haut, c'est extrêmement complexe. Et du coup, ils avaient suivi en gros les fissures. Donc en fait, ils avaient absolument pas remédié aux pathologies. Aux pathologies et aux problèmes. Qui ont réapparu exactement au même endroit et qui ont été accentués par la présence de ciment, mise en œuvre de manière très, très généreuse, on va dire, lors de cette campagne de travaux. C'est-à-dire que les fissures, elles étaient bloquées par le ciment. Quand elles ont commencé à s'ouvrir, le ciment les empêchait de respirer et éventuellement de se refermer, parce qu'une fissure, ça arrive toujours plus ou moins à se refermer. Là, avec le ciment, elle pouvait plus se refermer. Donc, ça n'a fait qu'accentuer, en fait, les phénomènes. Et on a aussi eu en 99, lors d'un épisode de vent et de tempête, un pinacle qui s'est effondré. Ah oui. Et nous, on intervenait régulièrement sur l'espace public au moyen de cordistes parce que les habitants du quartier nous signalaient des chutes de pierre. Donc, il y avait des tailles diverses, mais on pouvait aller jusqu'à des éléments suffisamment conséquents pour qu'il faille intervenir, quoi. S'interroger sur ce qui pouvait se passer plus haut. Et les cordistes nous avaient signalé des premières apparitions de fissures. C'est vrai que régulièrement, on avait aussi des interventions de surveillance avec des signaux un peu alarmants. qui pouvaient laisser penser que
voilà, des études avec des sachants, des personnes, voilà, avec une formation et Ouais. compétences adaptées, et puissent accompagner la vie dans l'analyse du phénomène. D'accord. Et à quel moment vous vous avez dit, là, maintenant, faut y aller, est-ce que il y a eu un seuil critique, ou alors c'était vraiment, non, c'était dans la continuité de ces constats? Alors, le premier marché avec l'agence Vital date de 2012, avec un accord cadre, c'est-à-dire on a voulu monter un marché un peu spécifique pour que, contrairement à beaucoup d'autres montages de dossiers, la personne qui réalise la faisabilité et le diagnostic des bâtiments puisse aussi suivre la maîtrise d'œuvre. Et donc, voilà, on souhaitait que la personne qui nous accompagne la ville dans tout le suivi de comportement des bâtiments puisse aussi mener après le programme de restauration. Voilà, tout ce qui est constaté dans la phase instrumentation sert à construire le projet de restauration et sur les éléments, voilà. Ouais. On peut aller Ouais. très là-dessus. Et pour nous donner un peu une idée, un ordre de grandeur de la plus grosse fissure que vous avez pu constater à ce moment-là, donc en 2012, on parle de quoi? De fissures de quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres, quelques mètres? Alors, c'était des fissures qui en largeur n'étaient pas très importantes. C'était de l'ordre de 1 centimètre, 1 centimètre et demi pour les plus importantes, mais qui étaient très longues, faisaient pour certaines 20 mètres de long. D'accord. Ah oui. Oui, Dans le vingtaine de oui, mètres 20 de long. mètres de long Ouais. quand même, sur une flèche qui fait 60 mètres, donc ça représente quand même Un tiers de la longueur. voilà. Ouais. Et qui surtout était évolutive, c'est-à-dire qu'elle elle continuait à s'étendre a priori. D'accord. Donc Et elles étaient situées sur quelle partie de la... alors c'est là où effectivement ça devient intéressant, c'est qu'elles étaient situées toutes du même côté, c'est-à-dire est-nord-est, donc là le côté qui reçoit les premiers rayons du soleil lorsque le soleil se lève et D'accord. qui se réchauffe très vite. On a fini le tour des antécédents de notre patient de Pierre. Passons maintenant à l'observation des symptômes. Mais comment fait-on pour ausculter une tour de 114 mètres de haut taillée dans la pierre? Comment observer ce qui s'y passe tout en haut? On ne peut quand même pas poser un stéthoscope sur une flèche gothique. Quoique. Donc ces fissures, elles sont là. On a constaté leur existence. Maintenant, ce que vous allez faire en tant que maîtrise d'œuvre, c'est qu'on va voir l'aspect évolutif de ces fissures-là, et donc on va les surveiller. Exactement. Donc, en parallèle des études de maîtrise d'œuvre, la flèche a été instrumentée par un cabinet spécialisé dans l'instrumentation. La flèche a été équipée de 3 grands découplements, donc de fissures permettent de mesurer la largeur de la fissure et son mouvement instantané par une liaison filaire, et qu'on enregistre son évolution en continu. Ouais. Des inclinomètres, Ok. voilà, pour mesurer les éventuelles modifications de l'inclinaison d'une des façades du l'édifice. Et le plus intéressant a été, je pense, le pendule laser qui est installé à l'intérieur de la flèche avec un socle récepteur sur la partie de la dernière terrasse D'accord. de la flèche et un laser sur la partie solitaire, qui a donc permis d'enregistrer le déplacement de la partie la plus haute de l'édifice, D'accord. où cette instrumentation a duré, je pense, pas loin de 6 à 8. Ah oui, donc oui, on parle de On a un surveillance grand nombre continue. de paramètres. On recevait des rapports mensuels avec des courbes et des graphes. Et ces courbes, en fait, leur physionomie permet d'interpréter et de mieux comprendre comment bouge, comment glisse avec des glisses sur des amplitudes diurnes d'une journée, mais aussi sur la partie annuelle du timba. En fonction de la saisonnalité, La saisonnalité, les vents, les périodes où il y a plus de vent, moins de vent. tous les phénomènes climatiques qui viennent impacter l'édifice, en fait, on a pu les traduire en termes de comportement, et c'est ce qui a aidé la maîtrise d'œuvre à construire aussi une analyse et par la suite son projet. Ouais. Oui, donc non, l'instrumentation, oui, nous a permis effectivement
en fait, éliminer les causes. C'est-à-dire que intuitivement, on se disait un truc comme ça, c'est sujet aux grands coups de vent, etc. Et on s'est rendu compte que pendant les tempêtes, ça ne bougeait absolument pas. Ouais. Tremblement de terre, bon, il y en a pas eu pendant la période. Donc, on a croise les doigts pour que ça voilà, comme ça. mais bon, ça aurait pu arriver. Et donc, il restait l'influence thermique. Ouais. Et effectivement, la corrélation des mouvements les plus importants qui pouvaient quand même aller en partie haute de l'édifice jusqu'à 5,7 cm, je crois, De déplacement. De déplacement en journée. Sur une période assez brève, essentiellement le matin. D'accord. Et après, ça revenait à son encastre initial. D'accord. Et toujours dans la même direction. Donc, c'est en étudiant ce processus qu'on s'est dit, mais il y a forcément, en plus, quelque chose. bon, c'était beaucoup plus développé, le phénomène était beaucoup plus accentué ou développé à certaines périodes de l'année. Et c'est là où on s'est dit, il y a forcément une influence thermique. Voilà. Après, de là à en avoir la preuve scientifique. Voilà, scientifique. Vous allez décider de faire intervenir les scientifiques. Alors, au sein de la maîtrise d'œuvre, l'agence Butane, qui a donc la partie architecte en chef des monuments historiques, c'est adossé des compétences d'un bureau d'études techniques. D'accord. Qui a modélisé la flèche avec des logiciels de calcul. Et je crois que les modèles qui ont représenté l'édifice avec les codes pillars sur les éléments de contrainte en fonction de ces paramètres jour, nuit, etc. ont permis aussi de matérialiser au-delà des déplacements les contraintes de la pierre sont posées par ces déplacements. D'accord. Ouais. C'est ces modèles qui ont amené aussi qui ont servi de base aussi à la réflexion. Il y a un diagnostic ferme et définitif. Si, le diagnostic, il était bon, mais après, pour établir un principe de restauration aussi satisfaisant intellectuellement que mécaniquement et physiquement, on atteignait nos limites. Donc, vous, en tant que maître d'œuvre, comment est-ce que vous avez été mis en contact avec les équipes de l'Université de Bordeaux et de Montpellier? En fait, nous accueillions dans notre service, à cette époque-là, nous avions dans notre service une alternante qui suivait l'enseignement à l'Université de Bordeaux. Et on a donc rencontré les étudiants de l'Université de Bordeaux par ce biais-là. Et c'est au fil des discussions et aussi suite à l'épisode de Notre-Dame, puisque l'université a été associée aussi à la réflexion sur les travaux de restauration de Notre-Dame, que l'université nous a proposé un accompagnement au travers d'une convention recherche-développement pour travailler. Au départ, on était parti sur choses assez universitaires et scientifiques. On savait pas où ça allait aboutir et de fil en aiguille, le maître d'œuvre avait quand même conçu un moyen de consolider la partie des façades de la flèche, qui est fragilisée. Donc au fond de l'eau, mais de manière assez rapide quand même, l'université a proposé des solutions de renforcement qui justement c'est la maîtrise d'œuvre. Non, mais dès les premiers échanges, on a senti qu'on était une vraie qu'on parlait de la même, qu'on parlait des mêmes sujets et qu'on se comprenait et qu'il y avait une espèce d'osmose et tout le monde allait dans le même sens. Donc du coup, tout s'est très bien enchaîné et avant d'en arriver au système de renforcement, il y a eu une grosse phase d'études et de modélisation pour justement valider les hypothèses des formations qui généraient des fissurations par l'incidence des chocs thermiques. Donc, l'objectif vraiment dans les premières discussions, c'est valider l'hypothèse l'hypothèse thermique. Les autres hypothèses sont déjà un petit peu. Les autres hypothèses, on en a parlé, mais elles sont déjà. Oui, mais à ce stade, tout le monde, nous, on les avait éliminées, mais donc le fait d'échanger là-dessus a permis de les éliminer définitivement avec les échanges qu'on a pu avoir. Et donc, ils se sont concentrés essentiellement sur le volet thermique. Donc, ce n'était pas un petit sujet. Olivier et Virginie ont donc identifié une première hypothèse.
celle de l'exposition répétée des pierres au soleil. Une sorte de va-et-vient thermique journalier qui serait suffisant pour ouvrir des longues plaies dans la façade. Mais que vaut ce diagnostic sans preuve ni validation scientifique? Et surtout, est-ce vraiment la seule explication? C'est là qu'entrent en scène Paul Taforel et Stéphane Morel, deux universitaires qui travaillent à la création de modèles numériques sur le comportement des matériaux de construction, et notamment de la pierre. En s'appuyant sur leurs travaux précédents, réalisés notamment sur Notre-Dame de Paris, ils ont numérisé la flèche dans son intégralité et peuvent, grâce à ce jumeau numérique, tester toutes les agressions possibles et imaginables du vent, de la chaleur, des déformations. Un clone du patient sur lequel on peut multiplier les examens sans jamais le mettre en danger. Bonjour Paul. Bonjour. Stéphane. Paul, tu travailles chez Mimetix, c'est une startup qui est adossée C'est ça. à l'université de Montpellier. C'est ça. Et tu as contribué aussi sur la partie scientifique. C'est ça. À faire des simulations numériques sur la flèche. Voilà. À faire toutes les simulations numériques en compagnie de Stéphane. Toi, tu travailles donc à l'université de Bordeaux. Oui, je suis à l'université de Bordeaux et plus particulièrement à l'Institut de mécanique et d'ingénierie. Et donc, on est venu en soutien scientifique à la maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études, compléments scientifiques, pour essayer de comprendre un peu les pathologies dont souffrait la flèche. Au début de la phase de travaux, par chance, on s'est retrouvé en contact avec ces messieurs. Et vous, il faut rappeler que vous travailliez à l'époque sur Notre-Dame de Paris suite à l'incendie. Voilà. Ouais, donc vous étiez en train de travailler sur Notre-Dame avec des problématiques, alors qui n'étaient pas, enfin je sais pas d'ailleurs, qui étaient peut-être un petit peu similaires ou peut-être un peu plus lointaines quand même. Des problématiques sur Notre-Dame, des problématiques structurelles mais liées à l'incendie. Ouais. Ce qui n'était pas le cas ici, mais on travaillait sur la maçonnerie pierre, sur le comportement de la maçonnerie pierre et son comportement post-incendie. On quand même sur des problèmes de thermique également. Ouais, c'est pas la même thermique. C'est pas la même C'est pas exactement les mêmes ampleurs. thermique un peu plus violent. Nous, ce qu'on a pu faire, c'est amener nos outils, notre expertise, pour chercher à proposer des modélisations un peu plus avancées que ce que c'est usuellement en bureau d'études, pour justement essayer d'affiner un petit peu les propositions qui avaient été faites par le DUT et la France Notable. Ouais. Et c'est là tout l'intérêt de la collaboration. Et donc, en fait, votre travail spécifiquement, ça a été dans un premier temps, si je te comprends bien, de prendre les hypothèses que Olivier, toi, t'avais émises et d'aller vérifier ça de façon numérique. Oui, de les valider de les valider, mais même à la limite de chercher de valider des systèmes de renforcement qui ne mettent ça en cause, qui ne se font pas plus de mal à l'édifice Ouais. Oui, Voilà, parce que c'est ça. Il y a deux volets. Hein. Il y a la partie quelle est l'agression qui conduit à l'endommagement constaté. Ouais. Et par rapport au champ des possibles qui avaient été dressés par le BET et l'agence avec certains phénomènes qui avaient été éliminés, il en restait un certain nombre. L'idée, c'était de voir si nous, avec nos outils, on arrivait à montrer qu'il y avait effectivement de l'agression dans la structure et de l'endommagement constaté numériquement. Et après, l'autre volet, c'est le renforcement. Une fois qu'on a constaté effectivement que on tient le bon agresseur moralement, la bonne pathologie, voilà, derrière, est-ce que les systèmes de renforcement qui sont proposés sont pertinents pour la structure? Ouais. Ok. Sachant que la cause des désordres était complètement contre-intuitive. Comment se sont passés les premiers échanges? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça en disant j'aimerais bien valider une hypothèse de déformation thermique due à l'exposition au soleil? Tout d'abord, on se rencontre. Ouais. On se présente. On écoute le diagnostic de la maîtrise d'œuvre et du bureau d'études. On prend tous ces éléments en considération et on laisse passer un petit peu de temps. On essaie de faire des pré-simulations, de regarder un peu si effectivement une hypothèse thermique pouvait donner quelque chose. Et on produit un premier modèle où on fait pas appel à Paul, non, tout de suite, au départ. On fait pas appel à Mimetix. On essaie de voir si effectivement les sollicitations thermiques journalières sont susceptibles, sur une structure un peu simplifiée, de générer des contraintes qui seraient à même de provoquer une fissuration. Et effectivement, on voit des zones s'allumer un petit peu en termes d'endommagement et ça paraît effectivement possible.
Et à partir de là, ben, on revient vers eux, on en discute ensemble. Je me rappelle, Olivier était assez enthousiaste et parce que ça confirmait, ça commençait à confirmer un diagnostic, même si on était sur des pré-calculs. Et donc, on décide de mener à bien une étude en s'inscrivant vraiment dans la complémentarité de l'expertise du bureau d'études de la maîtrise d'œuvre. Et donc, on construit ensemble le cahier des charges de l'étude qu'on va mener. Et donc, on cherche la solution de financement et ce serait une convention recherche et développement comme celle qu'on avait mis en place sur Notre-Dame. Ok. Qui était la solution la plus satisfaisante pour tout le monde. Oui, et si je peux compléter, c'est qu'il y avait aussi une incidence mécanique liée à l'enrayure métallique posée par Abadi. En fait, la croix, c'est un ouvrage qui est à la fois décoratif et a sa valeur symbolique, mais c'est également structurel. C'est-à-dire que en fait, dans la croix, c'est un grand vin métallique qui descend sur plus de 10 mètres et qui est relié à une enrayure métallique. C'est-à-dire une enrayure, c'est un élément métallique qui est pris dans la maçonnerie en partie haute. Et en fait, cet élément, ce mât métallique est tiré vers le bas au niveau de l'enrayure pour pouvoir plaquer toute la partie haute de la flèche et la maintenir en place lors des grands épisodes de vent. Il faut imaginer une étoile en fait, C'est ça, qui est constituée par du métal et le mât qui vient dessus. Et chaque branche qui est vraiment enchâssée dans la maçonnerie, Dans sur la pierre, maçonnerie. Voilà. directement. Et qui rouille, fixée dans la- en feuilletant, donc en gonflant, et du coup qui a généré une fissure périmétrique. Alors, on arrivera même à dire que c'est le mécanisme initiateur de l'endommagement, en fait. La corrosion de l'enrayure, c'est ce qui a provoqué le premier endommagement. Et ensuite, derrière, les sollicitations thermiques ont généré des fissures après une fissuration à partir de ce premier endommagement. Si on revient un petit peu en arrière, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion-là? Quelle méthode vous avez utilisée? Alors déjà, nous, on a mis en place un modèle un peu avancé sur la maçonnerie. C'est-à-dire qu'on modélise chaque bloc de façon distincte et avec la modélisation du joint entre chaque bloc. Donc on a ce qui s'appelle les approches parallèlement discrètes. Ok, je sors les gros mots. L'idée de ça, c'est d'avoir une représentation très fine de la structure. Et on avait un modèle qui était capable d'avoir un comportement spécifique du fait des champs thermiques sur la chose. Alors ça, c'est pour le côté thermique et pour le côté corrosion et éventuellement impact de la corrosion de l'enrayure sur la maçonnerie. On a proposé une modélisation aussi pour modéliser ça. Alors, initialement, quand on a fait les premières simulations, un peu de tests avec nos modèles et juste le thermique, c'est vrai qu'on n'arrivait pas forcément à générer de la fissuration. Parce que la grosse difficulté là-dedans, c'est de chercher le bon chargement qui puisse être susceptible d'exciter la structure et que ce chargement thermique conduise à cet endommagement. Parce que on sait pas ce qu'on cherche en fait. On est vraiment un peu c'est de l'investigation quoi. Donc, il faut chasser à la fois le chargement, il faut calibrer le modèle et puis ne pas oublier éventuellement d'autres pathologies quoi, dont la corrosion. Et c'est vrai que la corrosion, on était tout de suite assez convaincus de ça parce que c'était très visible dans la structure. Et puis, donc on a proposé des premières simulations où effectivement jouer la corrosion sur le modèle, on avait des patterns qui étaient blancs. Et puis on avait fait d'autres simulations avec des lots là, on n'avait pas forcément excité les modes de fissuration. C'est donc que le combo, alors, sans être forcément conclusif, il n'y a pas de certitude dans ça. Non, mais il y avait quand même un faisceau d'indices qui était Exactement. suffisamment Et du coup, ça corroborait un peu une hypothèse des autres. Et c'est pour ça qu'on a retenu ce mode de fonctionnement de la structure. Et une fois qu'on a identifié ça, donc, quelles sont les solutions? Enfin, qui propose des solutions? Est-ce que c'est de toute façon collégiale? Vous avez réfléchi sur la définition de C'est solution? un petit peu plus compliqué que ça, c'est que une fois qu'on avait vraiment établi que la corrosion était effectivement à l'origine d'un premier endommagement assez massif de la partie de l'enrayure, dès qu'on a commencé à simuler les premières sollicitations thermiques journalières, on s'est rendu compte que l'enrayure, puisqu'elle était dans le modèle, agissait comme produisait un effet diaphragme en fait, c'est-à-dire empêcher les déformations annulaires de la flèche et
cet effet diaphragme, voilà, comme sur les stations thermiques, en fait, on imagine une section circulaire, la flèche se déforme sous forme d'ellipse. D'accord. En fait, le fait d'avoir une rayure, ça empêchait cette déformation naturelle. Et ça provoquait donc ce qu'on appelle un effet diaphragme qui provoquait un endommagement supplémentaire. Ouais. Donc là, tout de suite, la maîtrise d'œuvre a réagi à cette mise en évidence en changeant complètement le mode de fixation de l'oreillure. Oui, c'est-à-dire qu'il fallait du coup dissocier l'enrayure. Il fallait la conserver parce qu'elle a une valeur mécanique essentielle à toute la partie supérieure de l'édifice, parce que encore une fois, c'est elle qui tient tout le fleuron, etc. Mais il fallait absolument la dissocier des maçonneries, enfin la libérer des maçonneries. D'accord. Et de manière à ce qu'elle puisse bouger. Il fallait éviter le point dur. Voilà, bouger. Et donc, on a conservé le principe de rayure, mais qui est du coup posé sur des platines qui permettent d'avoir une déformation très minime, hein, sachant que évidemment la déformation du métal et de la pierre n'est absolument pas la même. Il y a donc eu un travail sur l'enrayure de manière à la restaurer déjà, à restaurer et refaire une enrayure, parce qu'on n'a pu garder que certaines pièces de l'enrayure d'origine. Et après, effectivement, d'autres systèmes, d'autres principes de confortation qui eux n'existaient pas à l'origine. Et C'est en fait la première partie, finalement, c'est la structure seule, c'est la comprendre son fonctionnement. Et c'est avoir un modèle numérique qui permette d'affiner notre compréhension de l'édifice. Encore une fois, c'est une approche, hein, c'est très complexe ce genre de structure. Donc exactement. Donc l'idée c'est d'avoir ce modèle qui nous semble suffisamment représentatif justement pour se dire qu'on avait une pseudo-vérité numérique. En tout cas quelque chose auquel se fier pour éventuellement tester des solutions de confortement. Et là, le BET avait travaillé, hein, il avait intuité, travaillé sur des solutions. Et donc, on disposait d'un modèle finalement qui était réputé calibré, entre guillemets, donc on se rapproche de son jumeau numérique. Et l'idée, c'est de se dire, OK, maintenant qu'on a un modèle qui est à peu près représentatif, essayons de tester justement les solutions de comportement qui sont proposées par le BET pour voir la compatibilité finalement avec l'édifice. D'accord. Et là, on rentre dans le deuxième volet. Oui, tester les solutions qu'on avait donc proposées à l'origine, et surtout voir si on pourrait pas trouver mieux, faire beaucoup mieux. Et est-ce que ça a été le cas? Et fort heureusement, ça a été le cas. D'accord. Voilà. Passons maintenant à la thérapie. Il faut refermer ces fissures. Et Olivier a déjà une idée de traitement. L'avantage du jumeau numérique, c'est qu'il ne sert pas qu'au diagnostic. Il permet aussi de tester la pertinence des traitements avant de les administrer et de voir comment ce patient réagit aux stimulations du soleil dans cette nouvelle configuration. Et on en est arrivé à la solution de chaînage en carbone intégré à la maçonnerie. D'accord. Enfin, de chaînage en barre de carbone intégré à la maçonnerie. C'est des chaînages qui font tout le périmètre de la flèche, 11 niveaux différents, et qui permettent de renforcer la structure, D'accord. tout en lui laissant la mobilité dont elle a besoin. Voilà, une attitude de déformation et de respiration entre guillemets indispensable. D'accord. Voilà. Et ça, c'est un modèle que moi personnellement j'avais proposé dès le début des études, parce que je l'avais fait à Bergerac, à Notre-Dame. Quand j'ai restauré la flèche de Bergerac, de Notre-Dame de Bergerac. Alors à l'époque, on l'avait fait de manière tout à fait intuitive et sans calcul, parce qu'on n'était pas. Il n'y avait pas les outils pour le faire. Voilà. Et quand je l'ai proposé à l'agence pour la flèche Saint-Michel, moi, bon, intuitivement, j'étais persuadé que ça fonctionnerait, mais on m'a dit non, t'es fou, c'est beaucoup trop de contraintes, de risques, de machin. Et du coup, finalement, il s'est avéré que c'était une solution qui était acceptable. Que c'était la bonne solution, mais encore une fois, fallait-il pouvoir le démontrer. Ce qui a été fait par
Enfin, notre famille, l'université. Absolument. Effectivement, c'est susceptible de faire fissurer susceptible de faire fissurer la flèche. Après, on peut pas affirmer que sans le problème de corrosion de la rayure et d'effet de diaphragme, ces sollicitations thermiques qu'aurait pu faire fissurer la flèche à ce point. Ça, c'est pas du tout certain aujourd'hui. Mais force est de constater qu'en s'inscrivant après le mécanisme initiateur de la corrosion et de l'effet de diaphragme, en fait, effectivement, là, on est susceptible de provoquer un endommagement à la suite de ce premier, voilà, sous sollicitation thermique journalière. Oui, l'initiation, quelque part, peut-être la corrosion, il y a le moteur, le côté thermique, il y a les catalyseurs, un petit peu, c'est L'effet diaphragme, l'effet de diaphragme, d'ailleurs aussi les de l'enrayure. ouais, c'est ça, et puis Ensuite, il y a l'effet cliqué. Alors ça, c'est compliqué, l'effet cliqué. Ouais, donc ce sont des fissures verticales. L'effet cliqué, les fissures, la pathologie de la flèche sont des fissures verticales qu'on avait pris tout à l'heure. Et étant donné le parement extérieur de la flèche qui s'inclinait, et qu'une fissure va s'ouvrir, inévitablement, il y aura des petits débris qui vont tomber dans la fissure et qui vont empêcher la fissure de se refermer. Et ça va aussi créer des champs de contrainte qui sont susceptibles d'augmenter l'endommagement et donc de faire propager. C'est un coin. C'est un coin qui s'enfonce dans la fissure et c'est pour ça qu'on a qualifié cet effet cliqué de catalyseur au même titre que de l'endommagement, donc au même titre que l'effet diaphragme. C'est cet effet cliqué. Et on a trouvé d'ailleurs après un autre catalyseur de la fissuration qui pouvait être les ouvertures oblongues en fait dans la zone où il y avait des fissures. En fait, la flèche est dotée de grandes ouvertures oblongues. Généralement, les flèches, elles sont pas, les autres flèches au niveau national, elles sont ouvertes, mais de manière très homogène avec des petites ouvertures. Et celle-ci, elle a un petit peu tout. Elle a sur la partie basse, elle a des ouvertures assez légères et très régulières. Alors que dans la partie haute, justement dans la zone de l'enrayure, là, elle est dotée de 3 séries d'ouvertures oblongues qui sont assez importantes, puisqu'elles courent sur 3 à 4 à 6. Donc, c'est des ouvertures qui font entre 1m20 et 1m50. Qui sont sur chaque panneau. Et donc ça crée une rupture dans la rigidité de la flèche qui concentre en fait les déformations pile poil dans la zone de fissuration. Et ça, on le montrait assez bien sur les déformés simulés. Et donc ça agit. On voit aussi que quand on fait une simulation sans ouverture avec ouverture de ce type-là, mais sans ouverture, on a moins d'endommagement que quand les ouvertures sont présentes. Donc c'est aussi un paramètre qui a agi, qui a agi comme catalyseur de l'endommagement. Voilà. Bon, ça malheureusement, on pouvait pas le corriger parce que c'était une modification de la géométrie. Puis on l'a vu tard parce qu'il faut rappeler qu'on était en phase travaux. C'est pas le plus rigolo en termes de calendrier et de temps d'études. Mais voilà, on avait donc face à ça, on avait donc les travaux ont éliminé l'initiateur, c'est-à-dire la corrosion de l'enrayure, le côté effet diaphragme, tout ça a été mis de côté. On n'en demeurait pas moins que restait les pierres ont été changées. Les pierres altérées ont été changées, un gros volume, mais Olivier en parlera. Il n'en restait pas moins que demeurait le moteur, que sont les sollicitations thermiques journalières, ce potentiel catalyseur qui était les ouvertures oblongues, et si des fissures devaient réapparaître, l'effet cliqué, qui allait inévitablement agir comme catalyseur. On n'avait pas réaplanir la flèche. Donc, il était quand même nécessaire de mettre en place des confortements préventifs au cas où ce type de phénomène se remettrait en place, un phénomène de fissuration. Et c'est là où ont été choisis les chaînages passifs, chaînage passif par joint carbone. Et une fois qu'on a dit ça, Olivier l'a touché du doigt tout à l'heure, faut pas faire n'importe quoi parce que il s'agissait surtout de préserver le comportement nominal de la flèche, pas vouloir créer des points durs dans la structure. Et c'est là où on s'est vraiment appuyé sur les modélisations pour dimensionner ces chaînages de manière à ce qu'ils soient relativement transparents sur la rigidité de la structure, tout en renforçant les joints maçonnés sur tous les joints verticaux qui sont des fusibles mécaniques de la maçonnerie, mais également les pierres. Si les pierres venaient à refissurer, ces chaînages limiteront l'ouverture des fissures.
Et sans la vérifier par simulation, quand on met en place les chaînages sur la flèche, on limite effectivement. Alors là, on a mis des scénarios thermiques assez poussés, mais on montre bien qu'avec en présence de chaînage, on limite la propagation de l'endommagement. Ça va renforcer les joints maçonnés, c'est sûr, ça augmente un peu la rigidité et les contraintes transmissibles, donc ça rigidifie un petit peu les joints. Mais sur les blocs, étant donné que le joint carbone est fixé avec de la résine sur la pierre et que la résine est plus souple que la pierre, en fait, ça agit comme un amortisseur et ça ne marque pas du tout le comportement de la pierre. Et le chaînage, si la pierre venait à fissurer, ne se mettrait en charge qu'à partir du moment où la pierre est déjà fissurée. Il prend le relais. On prend le relais, il évitera la fissure de ce pierre. Sur les joints de maçonnerie, il accompagne. Et sur sur la pierre, il y a vraiment un relais. Et donc du béton, dans le comportement du béton armé, en fait, l'armature métallique suit le comportement du béton, alors que là, non. C'est la résine qui joue le rôle d'amortisseur entre les deux. Ça accommode, en fait. Ça accommode les on voit bien l'image de l'amortisseur. La corrosion a été identifiée comme le phénomène initiateur et d'origine des fissures et donc de la pathologie, parce que l'acier, lorsqu'il rompt, il multiplie par 8 son volume. D'accord. Donc en s'épaississant, il amène des éclats dans la pierre et ces éclats sont après des sources de départ de fissures. C'est pour ça que les modélisations, on savait très bien ce qu'on allait obtenir. Hein. Oui. Ça, c'était pas. Mais la modélisation n'est que là il y avait pour aucun doute dessus. Par contre, on l'a quand même modélisé, ce qui nous a permis après de montrer l'effet diaphragme, justement, en rigueur. Parce que la manière dont elle était fixée, comme il vient de le dire, Virginie, elle était bloquée dans la maçonnerie. Quand elle était fixée sur la maçonnerie, faisait qu'elle limitait les déformations annulaires de la flèche sous sollicitation thermique journalière. Donc, c'est ce qui a amené la maîtrise d'œuvre à changer complètement le mode de fixation de l'oreille. C'est une opération exemplaire, hein, parce que c'est quand même du gros travail, surtout pour Antoine, hein, numériquement, c'est quand même pas des choses très rigolotes à mener. On était sur des temps courts, puisqu'on fasse travaux. Mais, on a mené je ne sais combien de réunions, c'est des réunions toutes les semaines. C'était colossal. Oui, parce qu'ils sont arrivés en faire de chantier. L'entreprise était à 6 mois de l'exécution, de la partie, c'est ça. remplacement de pierre. Donc, en 6 mois, il fallait concevoir le modèle, que tout le monde soit d'accord sur, sa pertinence, sa démarche scientifique, les conclusions que cela a amenées, les solutions constructives qui étaient différentes de celles de l'architecte en chef. Donc voilà, Oui, et on a beaucoup interagi et par rapport à ce qu'on avait pu penser au départ ou établir comme cahier des charges, on a évolué. On a évolué au fil des simulations, on a réorienté l'étude par des discussions avec la maîtrise d'œuvre, avec le bureau d'études. On se rencontrait toutes les semaines, on discutait des résultats en détail et on décidait en gros de la suite à donner en fonction de l'avis de chacun. Oui, c'est très collégial qu'on approche. Voilà, moi, j'ai fourni beaucoup de calculs. Je montre les possibles avec nos approches de modélisation. Donc, on fait monter en compétence le modèle pendant cette phase d'apprentissage mutuel. Hein. Nous, sur la structure, la maîtrise d'ouvrage sur les approches de modélisation mises en œuvre, c'est pas une mince affaire. C'est quand même assez dense, hein, comme Koval. Et voilà, ça permet de nouer cette relation de confiance déjà, et puis de confiance aussi dans le modèle, quoi. Et ça a permis à la maîtrise d'œuvre de s'approprier les résultats aussi des simulations, parce qu'in fine, c'est elle qui engage sa responsabilité après. Mais le fait d'avoir des restitutions et des discussions continuelles tout au long de l'étude avec eux leur a permis de s'approprier les résultats. C'est indispensable pour que ce soit un succès. Ça fonctionne bien dans des projets d'ampleur. C'était particulièrement exemplaire comme collaboration. On en garde un très bon souvenir et c'était vraiment très, je pense, enrichissant pour toutes les parties, quoi. Aujourd'hui, donc, la flèche, elle est réouverte depuis maintenant une semaine. Déjà. Vous êtes déjà monté en haut ou pas? On n'est pas remonté, non.
Non, pas encore. On n'est pas Vous étiez remonté. déjà monté Ah oui, oui. avant. On est monté plusieurs fois. Ouais. On est monté plusieurs fois pour observer les pathologies, pour observer la stéréotomie de la flèche, puisque les modèles que conçoit Pod sont des modèles éléments discrets, donc on modélise chaque bloc avec les joints, avec sa bonne position, ses recouvrements. Donc on est monté observer pour reconstruire le modèle géométrique, ce qui est pas super facile à faire, et puis observer les pathologies. Oui, puis sur ce genre d'ouvrage, c'est un modèle, hein, c'est très abstrait. Ouais. Mais on a besoin de se rapprocher du réel. Alors déjà, nous, il faut qu'on sente la structure, ça c'est essentiel. Et surtout, bah voilà, le côté expérimental, c'est un incontournable pour nourrir le modèle. C'est un modèle, c'est faux, c'est un peu moins faux avec l'expérimental. Voilà, c'est ce qui. Non mais c'est. Oui. C'est ça qui pose. Après, ça reste des modèles numériques qui sont. Non, mais C'est une somme d'hypothèses, un modèle. c'est important ce que dit Paul, c'est qu'effectivement, ce sont des simulations numériques qui nous permettent de conclure. Mais les simulations numériques, elles sont nourries par quelques heures de transpiration avec de la poussière partout, à observer le monument sous ses moindres coutures et bien regarder sa géométrie, comment il est constitué et comment se développent les pathologies dessus. Moi, la chose qui m'a le plus surpris, c'est en montant tout en haut de l'échafaudage, c'est de regarder le toit de la basilique par le coin donc le tuyau et de voir la forme de son toit qui dessine une croix parfaite. Ah oui. Moi, c'est aller fouiller dans les bâtiments, dans les recoins, dans le côté off de ce genre de des sculptures du patrimoine. Enfin, c'est quand même génial. Hein. C'est un peu une urbex assez poussé, quoi. Ouais, mais c'est franchement, on se régale quoi. Notre-Dame, le Panthéon. Ouais, la flèche, ne serait-ce que la flèche. Le Pont-de-Pierre, c'est. Le Pont-de-Pierre. Ouais, quand même, dans le Pont-de-Pierre, c'est vraiment chouette, quoi. Et sur notre dernier chantier de restauration d'église Saint-Nicolas, les compagnons ont trouvé dans une pierre une bouteille de vin de la précédente restauration avec un papier écrit de tous les compagnons avec tous leurs noms, quelques symboles de l'armoirie de des tailleurs de pierre. Pour la prochaine restauration. Voilà. Ils ont découvert ça, ils sont tombés sur la pierre creuse. C'est pas la vente creuse, c'est la pierre creuse. Au niveau professionnel, la recherche, c'est l'aventure tous les jours. Hein. Parce que forcément, on s'aventure sur des choses qu'on ne connaît pas. Et non, c'est pour ça qu'on essaie de mener des recherches. Voilà, c'est l'aventure tous les jours. Et c'est particulièrement décuplé sur ce pays. Ça y est. L'intervention s'est bien passée et pas de séquelles répertoriées à ce jour. Notre patient est sorti de soins intensifs et remis d'aplomb pour quelques années. Nous allons enfin pouvoir profiter à nouveau du panorama sur Bordeaux depuis ses 114 mètres de haut. Jusqu'à la prochaine crise ? Eh oui, elle est malheureusement inévitable. On espère juste qu'elle se fera attendre le plus longtemps possible. Quelques centaines d'années par exemple. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce format. Laure, Virginie, Olivier, Stéphane, Paul. Merci à tous ceux qui ont travaillé la restauration de ce magnifique monument. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du Slow Tour un peu particulier. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Slow Tour.